Bonjour et bienvenue dans le magazine du week-end. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30 pour cette émission préparée par Mathilde Varin, réalisée par Marie Placé et à la technique Anthony Thomasson. 47 ans après la révolution de 1979, la République islamique d'Iran traverse une crise de légitimité sans précédent. De Téhéran au Kurdistan, la colère ne faiblit pas face à une répression sanglante qui a déjà fait des milliers de morts. Mais alors que le régime vacille, l'opposition est en quête d'un dénominateur commun. Pour une partie de la diaspora, l'unité passe par la nostalgie d'un passé impérial et une figure, Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d'Iran déchu. C'est comme une marque, aujourd'hui c'est comme une marque. Pahlavi c'est une marque. À cette figure s'opposent d'autres voix, celle d'une transition portée par la société civile et les minorités, qui refusent de voir leur lutte confisquée par un chef providentiel. Nul ne peut parler à la place des Iraniens qui se décideront leur avenir eux-mêmes à travers des élections libres. Entre désir de restauration monarchique et aspiration démocratique, la diaspora et les forces de l'intérieur cherchent un chemin incertain vers la transition. Iran à la recherche de l'alternative, le dessous des cartes sur Arte, un extrait parfait pour commencer cette émission consacrée à la société iranienne, prise en étau entre la répression des mollahs et la guerre menée par Donald Trump et Benyamin Netanyahou. Face au dilemme de cette nation, une troisième voie est-elle possible? Pour en parler avec nous en studio, Azadeh Kian, professeure émérite de sociologie à l'université Paris-Cité et directrice du Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes. Bonjour. Bonjour. Et Tinouche Nazmdjou, j'ai bien prononcé, metteur en scène de théâtre, éditeur, fondateur et gérant de la librairie Perse en Poche à Paris. Bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Alors que les regards sont tournés vers les frappes, les missiles et les négociations, j'ai souhaité vous réunir aujourd'hui pour les braquer sur les Iraniens, grands sacrifiés. Azadeh Kian, nous sommes au 142e jour de la guerre menée par les États-Unis et Israël en Iran. Le rythme des frappes iraniennes dans les pays du Golfe s'accélère. Le détroit d'Ormuz est toujours au cœur du conflit. Ali Khamenei, guide suprême depuis 1989, a été tué le 28 février dans des frappes américano-israéliennes. Ses funérailles ont eu lieu la semaine dernière. Quel bilan faites-vous de ces 20 semaines de tension ? Écoutez, déjà, la société civile iranienne est la principale victime de cette guerre imposée par Donald Trump, puisque cette guerre, à mon sens, est à la fois illégitime et illégale au regard du droit international, dans la mesure où les Iraniens étaient en train aussi de négocier avec les Américains. Le 6 février, ils ont commencé les négociations et ça continuait. Et donc, selon les intermédiaires, Omanais, par exemple, eh bien, les négociations avançaient bien. Or, il y a eu ces frappes américaines et israéliennes contre l'Iran qui ont décapité le régime et n'ont pas réussi à effectivement renverser le régime islamique. C'est un régime, on le sait, dictatorial, répressif, hein, mais qui en même temps a tenu tête aux États-Unis et à Israël et continue à tenir tête au détriment de la société civile iranienne qui a été, ne l'oublions pas, massacrée lors de sa révolte du mois de janvier. Donc, néanmoins, cette guerre qui était censée, selon Donald Trump, aider les Iraniens, a donné des résultats totalement inverses. C'est-à-dire, on constate que les exécutions sommaires des opposants continuent, la répression continue, mais en même temps, la guerre continue aussi. Et donc, il y a beaucoup de civils et bien sûr des militaires qui sont tués tous les jours, et y compris aujourd'hui, puisque les Américains n'ont cessé de bombarder les parties sud du pays, tuant déjà plusieurs aussi civils, pas seulement d'ailleurs des militaires. Et il y a des infrastructures donc iraniennes qui n'appartiennent pas au régime, mais à la population iranienne, qui ont été aussi détruites. On va dérouler tout ça. Tinouche Nazmdjou, même question. Votre sentiment après ces 20 semaines de guerre ? Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements en Iran après le massacre du mois de janvier et puis également l'attaque des États-Unis et d'Israël. Je pense que la société civile iranienne a beaucoup changé, effectivement. Après des années en fait de réformisme, des années de
ils ont supporté, en fait, disons, des années le régime islamique. À un moment donné, ils ont senti, il y a une nouvelle génération qui est venue. On a très bien vu ça au moment de Femmes, Vie, Liberté en 2022. Et ils ne veulent plus, en fait, du régime islamique. Et donc, ils ont jeté toute leur force, la force du désespoir, en fait. Et c'est vrai que cette guerre est venue, en fait, tout chambouler. Peut-être, effectivement, si le mouvement avait pu continuer, le mouvement de contestation du mois de janvier, Oui. avait pu continuer sa route après les grèves dans le bazar, les manifestations. On aurait pu constater en fait de meilleurs résultats, mais il faut comprendre effectivement que cette population-là se bat depuis des années, depuis plus d'une vingtaine d'années, et qu'à chaque fois, la répression se finit dans le sang. On va Ce qui fait revenir que, justement voilà. sur ces différents événements, mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la situation sur place. Azadeh Kian, quelle est la situation économique en Iran? La guerre a fait bondir les prix, en particulier des denrées alimentaires, et le chômage aussi a beaucoup augmenté. Tout à fait, mais même avant la guerre, l'Iran était dans une crise économique profonde et de plus en plus. D'ailleurs, à la fois en termes de chômage, notamment le chômage des jeunes diplômés, puisque l'Iran a énormément d'universités et d'étudiants, et donc néanmoins, après la fin de leurs études, ils ne trouvent pas d'emploi. Le taux d'inflation était très élevé, et aussi le prix des devises avait énormément augmenté par rapport à la monnaie nationale iranienne, et c'est ça qui a fait que les commerçants du bazar, pour la première fois, sont descendus dans la rue et ont en fait dirigé ce mouvement de décembre 2025. Et par la suite, du janvier 2026, la raison principale était justement la crise économique. Il y a, selon les chiffres officiels, et déjà avant la guerre, plus de 50% de la population iranienne était sous le seuil de pauvreté. Et donc, ce pourcentage a bien évidemment beaucoup augmenté depuis, ainsi que le taux de chômage. La guerre a fait que, selon un certain nombre d'économistes iraniens, entre 2 millions et 4 millions de nouveaux chômeurs se sont rajoutés aux chômeurs déjà existants du fait justement de bombardements des infrastructures et des industries pétrochimiques, des industries sidérurgiques, et j'en passais d'autres, pharmaceutiques et j'en passais d'autres. Et donc là, ce sont les employés de ces industries qui ont été mis au chômage, et je dirais sans solde. Quand je parle de chômage, c'est sans solde. Et beaucoup de femmes qui travaillaient dans le marché informel de l'économie, ce qu'on appelle le marché noir, et qui travaillaient pour différents commerces. Or, beaucoup de ces commerces ont fermé pendant la guerre, justement, et les femmes ont perdu donc leur gagne-pain, si vous voulez. Et cette fois-ci, c'est le gouvernement iranien qui a décidé de fermer Internet. Et donc, pendant plus de 80 jours, voire 3 mois, ce qui veut dire que plus de 13 millions d'Iraniens qui gagnaient leur vie grâce à Internet, et notamment Instagram, Oui. ont aussi perdu. Très utilisé en Iran. Très utilisé, plus de 70%, 80% de la population a accès à Internet en Iran, et aussi sur Insta, ils sont très, très actifs, ont été en tout cas. Et donc, beaucoup de ces gens ont perdu, bien évidemment, leur gagne-pain, et parmi lesquels énormément de femmes. Donc, en fait, c'est une guerre qui a aggravé la crise économique déjà existante, et surtout aussi avec le blocus des ports iraniens par les Américains, ce qui se passe aussi de nouveau aujourd'hui. Eh bien, les revenus pétroliers, bien sûr, de l'État diminuent, et ça donne un prétexte, je dirais, au régime islamique d'Iran de ne pas dépenser pour les secteurs social ou économique, etc., et dépenser davantage pour le secteur militaire et idéologique. Autre chose, je voudrais quand même insister, c'est pas une crise économique, mais en fait, on a parlé de la mobilisation de la société civile depuis 2009, le mouvement vert jusqu'à aujourd'hui. C'était la rue qui a été investie par des opposants, par la société civile iranienne. Or, la guerre a fait que cette même rue est maintenant occupée par les partisans du régime. C'est-à-dire que la société civile iranienne a perdu
la rue pour l'instant. Et oui, ça pose la question de l'avenir. On va y venir tout au long de cette émission. Selon les Nations Unies, 4000 personnes ont été arrêtées depuis fin février et plus d'une vingtaine ont été exécutées. Pourtant, le régime semble renforcé par cette guerre. Beaucoup d'Iraniens, bien qu'opposants, sont fiers de la résistance de leur pays face à la première puissance mondiale. Ce tiraillement est confirmé par des sondages confidentiels. Que révèlent ces documents auxquels vous avez accès, Azadeh Kian? Oui, tout à fait. En fait, il y a un sondage récemment conduit en Iran. Il ne faut pas oublier que le régime islamique d'Iran fait beaucoup de sondages. Après, les résultats sont secrets. Là, c'est M. Rabii, qui est le vice-président très proche du président Pezeshkian, qui a révélé les résultats de ce sondage, non pas pour nous, mais pour un certain nombre d'institutions, mais ça a été dévoilé, selon lequel la majorité écrasante des Iraniens, c'est-à-dire que plus de 80% sont contre ce régime, sont pour le changement. Autre chose qui est intéressant, c'est que seuls 30% de la population fait le ramadan aujourd'hui, alors que avant la révolution, 75% des gens faisaient le ramadan selon les sondages effectués. Dans l'ensemble, les Iraniens, effectivement, souhaitent le changement et il y a très très peu, juste même pas 10% de la population qui se dit satisfaite de la situation. Et les autres, effectivement, ne sont absolument pas satisfaits, dont 58%, si ma mémoire est bonne, des personnes sondées aussi qui sont contre la politique étrangère menée par le régime islamique. Oui, le rejet du gouvernement ne veut pas forcément dire être pour cette guerre et l'intervention étrangère. Bien sûr, c'est toute la difficulté. Absolument, ce sont les Iraniens qui subissent les bombardements. On oublie souvent, c'est pas... encore une fois, la guerre jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 3500 civils iraniens qui ont été tués du fait de cette guerre et on voit que ça continue. Comme je disais, les infrastructures qui sont dévastées appartiennent à l'Iran. Et combien de temps et de décennies il faut mettre afin de les reconstruire? Et tout ça, effectivement, même si c'est pas les Iraniens qui ont commencé la guerre, mais les Iraniens ne sont pas d'accord avec les ingérences de l'Iran dans la région, tout cet argent des revenus pétroliers qui sont dépensés pour entretenir le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et j'en passe d'autres. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la société civile, le peuple iranien est dans une impasse? C'est dans la société civile iranienne, disons, est dans une impasse dans la mesure où elle subit d'une part la répression, la corruption du régime, ses politiques. Personne n'a jamais demandé aux Iraniens s'ils étaient d'accord avec cette guerre ou non, ni avec la continuation de la guerre. Mais les gens subissent, si vous voulez, cette guerre d'un côté et de l'autre, des bombardements de Donald Trump, ces décisions absolument dévastatrices de Trump et aussi de Netanyahou. Netanyahou souhaite fragmenter l'Iran, comme il le fait au Liban et en Syrie et ailleurs. Et Donald Trump... Alors justement, je rebondis. Quelles sont les composantes principales de cette société? Vous parlez de risque de fragmentation. Au niveau ethnique et religieux, déjà, la moitié des Iraniens ne sont pas perses. Non, d'ailleurs, plus de la moitié des Iraniens ne sont pas perses, mais en tout cas, on va dire 50% de Perses. Puis la minorité ethnique la plus importante est des Azéris, qui sont des Turcs iraniens. Alors, vous savez que l'Iran, c'est comme la France, c'est-à-dire que pendant le recensement national, on n'a pas le droit de poser la question quant à l'ethnicité, mais nous, on a contourné... Il n'y a pas de statistiques ethniques. Écoutez, nous, en 2002, j'étais co-responsable d'une grande enquête nationale en Iran, où on a contourné cet interdit en posant la question de la langue régionale ethnique qui est parlée à la maison par des gens. Et le recensement se fait tous les 10 ans. Le recensement, c'est tous les 10 ans. Là, le dernier date de 2016. Et aujourd'hui, on attend, mais du fait de la guerre, on n'a pas eu de nouveaux recensements. En tout cas, selon notre enquête nationale, près de 25-24%, par exemple, sont azéris, sauf que les azéris sont chiites. Or, il y a une minorité sunnite en Iran, la majorité écrasante des Kurdes. Les Balouches sont sunnites. Il y a un certain nombre des Arabes sont sunnites, etc. Et les Turkmènes. Donc, le nombre des sunnites, moi, je les estime à 17% environ de la population. Mais tout ça ne sont que des estimations, parce qu'encore une fois, on n'a pas le droit même de demander aux gens s'ils sont sunnites ou chiites. On peut juste dire, est-ce que vous êtes musulman, chrétien ou juif ou zoroastrien,
par exemple. D'accord. Tinouche Nazmdjou, cette diversité se retrouve dans votre librairie consacrée à l'Iran. 40 000 références en persan et en français. C'est la plus grande d'Europe. Que racontent les livres que les Iraniens achètent aujourd'hui? Eh bien, vous savez que la situation en fait de la littérature et de l'industrie du livre est très compliquée puisqu'en Iran il y a une très grande censure qui est changeante par rapport aux différents, disons, différentes interventions que l'État a sur l'industrie du livre. Parfois, les censures sont beaucoup plus fortes. On constate que les censures ont été beaucoup plus fortes depuis 3 4 ans, ce qui fait qu'il y a beaucoup de livres dans tous les domaines qui ne peuvent pas être publiés en Iran. Et Et ces livres, vous les rendez d'ailleurs accessibles, vous, hein, depuis voilà, c'est ça. En 2012, de fait, manière sous forme électronique. oui, en fait, on est plusieurs éditeurs à l'extérieur de l'Iran. On se permet de recueillir en fait les manuscrits qu'on nous envoie, de les publier ici en format papier et également en format électronique pour que les gens à l'intérieur du pays puissent les consulter. D'accord. Et quels sont les livres les plus recherchés? Il y a beaucoup depuis, disons que depuis le dernier mouvement justement Femmes, Vie, Liberté, on a de plus en plus de gens qui cherchent des livres philosophiques, beaucoup sur les dictatures. Hannah Arendt est une des philosophes qui est le plus lu, disons, en Iran. Et également des livres d'histoire. En fait, les Iraniens s'intéressent de plus en plus à leur histoire. Les romans qui parlent effectivement d'aujourd'hui, les romans contemporains. Donc il y a un intérêt effectivement grandissant pour en savoir plus, ce qui me fait dire que la société iranienne est plus mûre aujourd'hui qu'auparavant, qu'il y a 10 ans ou 15 ans quand j'étais en Iran, où il y avait toujours cet intérêt, cet enthousiasme. Mais aujourd'hui, la société est vraiment arrivée, disons, à un point où, comme ils veulent tous le changement, ils veulent pouvoir bien le réfléchir. Et on a vraiment des mouvements très importants à l'intérieur du pays. C'est très intéressant. Effectivement, Internet a été coupé. Pendant très longtemps, beaucoup de gens qui avaient des chaînes YouTube, qui avaient leurs revenus par ce voilà, n'ont pas pu s'exprimer. Mais dès que Internet a été remis, on a vu plein d'émissions, de débats, de discussions, de podcasts sur l'histoire, sur ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est une société qui est très vivante. Très vivante, Ouais. très riche, très diverse, on s'en rend compte. Mais c'est une société qui est difficile aussi à raconter. C'est difficile de restituer la richesse iranienne. Moi, j'ai pu m'en rendre compte lors d'un voyage en 2017. Comment vous l'expliquez ça? La difficulté de raconter dans sa complexité, sa diversité, même pour nous, médias, hein. Il y a souvent une forme de manichéisme dans la manière dont on parle de l'Iran. Oui, parce que comme on vient de le dire, c'est une population très diverse, également avec des opinions très diverses, avec une culture. Il y a une culture commune, mais il y a beaucoup de différences dans les avis. Nous, on le voit on organise chaque semaine des débats à la Et librairie oui. qui s'appellent les débats d'avant la chute. Et il y a des gens vraiment, effectivement, qui pensent de manière complètement contraire, qui viennent, qui s'assoient. On a du mal, puisque c'est un pays qui a quasiment toujours été sous la dictature. Cette espèce de discussion ne peut pas se créer. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui restent cachées. Oui. Les gens, pour s'exprimer, sont obligés parfois d'être très extravagants. Ce qui fait qu'on a du mal à aller Dans la effectivement... performance. Voilà, exactement, ils sont dans la performance. On a du mal à voir les nuances. Mais je pense que par les écrits, justement, et le fait que les écrits puissent être publiés sans la censure, c'est très intéressant. Je me souviens au tout début, en 2012, quand on a créé la maison d'édition, donc qui s'appelle Narcoja, qui s'appelle Utopia. Nokoja, c'est le lieu qui n'existe pas, Voilà, hein, c'est le en lieu qui français. n'existe pas en français, donc Utopia en grec et latin. Et c'était très intéressant. On allait, en fait, on avait donné cette proposition justement aux écrivains, aussi bien les écrivains confirmés que les jeunes écrivains, de nous donner à publier les livres qui étaient censurés à l'intérieur du pays. Et ils avaient très peur. Très peur. Pendant des années, ils ont eu très peur. Donc, on a pu quand même recevoir les manuscrits des plus courageux. Mais moi, je m'aperçois depuis 5 ans, depuis 4 ans à peu près, disons 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, que quand ils s'adressent à moi et que je leur demande, mais est-ce que votre livre, vous pouvez pas le publier à l'intérieur du pays? Est-ce qu'il y a des problèmes de censure? Ils me disent, mais ça ne nous intéresse même pas d'envoyer notre livre au bureau de la censure. Ça montre vraiment Une- un changement, en fait, dans l'esprit. Le fait de dire non à la
censure. C'est-à-dire, avant, on s'arrangeait avec la censure, on s'auto-censurait énormément. Aujourd'hui, ils me disent, on ne sait même pas si ce livre sera censuré ou pas, parce qu'on ne veut pas, en fait, que le regard de la censure passe sur On ce ne livre. transige plus. On transige plus, on l'envoie directement à l'extérieur du pays. Alors justement, ces échanges, vous les filmez, hein, ces débats d'avant la chute, vous les filmez et vous les diffusez sur une chaîne Telegram suivie par environ 100 000 personnes, dont une majorité en Iran. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui y participe, quels sont les profils? Il paraît que certains débats sont très animés. Oui, en fait, c'est juste après le mouvement Femmes, Vie, Liberté, deux semaines après le meurtre de Gina Mahsa Amini, que j'ai décidé d'organiser ces débats donc citoyens, parce qu'il me semblait, enfin l'expérience m'a montré au fur et à mesure de toutes ces années que la liberté d'expression était vraiment un élément essentiel qui manquait. Même dans la culture en fait iranienne. Donc ça m'a semblé intéressant d'organiser des débats le plus ouverts possible, où tout le monde puisse venir s'exprimer, se mettre en danger aussi, puisque il va y avoir des gens qui vont, enfin des contradicteurs juste en face, parler librement, mais avec des arguments solides, de pouvoir construire un débat. Et donc voilà, donc dès le mouvement Femmes, Vie, Liberté, on avait des gens avec des opinions complètement différentes qui venaient, qui s'exprimaient, qui s'engueulaient. Et puis à la fin, on prenait tous un verre de vin ensemble et on discutait. Les gens qui s'étaient engueulés Oui, parce devenaient des amis. qu'en fait, cette opposition, elle est très divisée. Quand on Oui. ne connaît pas, on ne se rend pas compte. On a l'impression que c'est un bloc. Très rapidement, quels sont les principaux courants, Azadekian, de cette opposition? Opposition à l'étranger, Oui, il y à a, l'étranger. il y a des monarchistes, hein, bien sûr, qui sont fidèles au fils du Shah d'Iran. Ensuite, vous avez des moudjahidines qui sont installés à Auvers-sur-Oise et en partie en Albanie. Vous avez aussi un éventail, large éventail des républicains. Ils sont républicains laïcs démocratiques, etc. Donc, qui constituent en fait là, à ma connaissance, la majorité en fait des opposants iraniens à l'étranger. Et bien évidemment, à cela s'ajoutent les groupes dits ethniques, comme en particulier les Kurdes, hein, qui sont particulièrement actifs, tant en Allemagne qu'aussi aussi en France et ailleurs. Puis d'autres groupes ethniques, des Baloutches par exemple, qui ont aussi leurs représentants à l'étranger. Alors ces groupes n'arrivent pas, enfin ces opposants n'arrivent pas à s'entendre, hein, on Oui. le voit. Bah, parfois, à mon sens, ça peut s'agir de ce qu'on appelle la querelle des chefs, hein, par exemple, hein, mais parfois aussi des différences idéologiques ou politiques tellement importantes qu'ils ne parviennent pas à se réunir pour se battre contre le régime en place, d'où la longévité du régime islamique d'Iran, puisqu'on retrouve plus ou moins le même schéma en Iran même, où à ces personnes-là s'ajoutent bien évidemment les réformistes, alors les réformistes radicaux, les réformistes modérés, etc. Et là aussi, il y a des larges éventails des opposants qui ne sont pour l'instant pas parvenus à se mettre d'accord, hein. Il y a des républicains aussi laïcs, hein, qui ont fondé leur propre, disons, formation récemment en Iran. Mais tout ça, ça reste pour l'instant, disons, sur le papier, pour ainsi dire, hein. Alors, un certain nombre de ces opposants, par exemple, ça a été révélé que Reza Pahlavi et ses soutiens sont soutenus par Israël, par Netanyahou, Ça, c'est mais pas par officiel? Trump. Ça, enfin, on a tellement de documents publiés à la fois en France, mais aussi aux États-Unis, que, par exemple, dans le prestigieux journal Atlantique, qu'on connaît. Voilà, enfin, je pense que les données sont là. Donc, et d'autres, hein, qui ne sont pas nécessairement soutenus par des forces, disons, étrangères. Quant à Trump, bah non, il ne soutient personne, en fait. Il cherche quelqu'un à soutenir à l'intérieur de l'Iran, d'où le scandale récent, d'ailleurs, de Ahmadinejad, l'ancien président populiste iranien, qui était visiblement la personne
dont Trump et Netanyahou souhaitaient éventuellement mettre en place suite au début de la guerre, en pensant que le régime allait s'effondrer. Et donc, Ahmadinejad, l'ancien président populiste, celui-là qui avait nié l'Holocauste, qui était devenu... Qui voulait rayer Israël de la carte. Absolument, mais qui était devenu le choix premier de Netanyahou et de Trump. Mais tout ça, ça n'a pas marché parce que c'est le régime islamique d'Iran. Vous l'a décrit, c'est un régime répressif, dictatorial et corrompu, mais en même temps, c'est un régime institutionnalisé. Donc, ce régime ne tient pas parce qu'il y a tel guide ou tel gardien de la révolution. On l'a vu d'ailleurs. Donc, les institutions sont là et les gens sont remplacés les uns après les autres, dans le cas de leur ciblage par les Israéliens ou les Américains. Et c'est ça aussi. Et puis, l'absence d'une alternative politique viable et fiable, malgré tout ça, encore aujourd'hui en Iran, fait que ce régime perdure. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur le séisme qu'a constitué la mort de Mahsa Amini, qui a donné naissance au mouvement Femmes, Vie, Liberté. On écoute l'hymne Bareil pour, en français, écrit par Shervin Hadjipour, 26 ans, interprété en français par un collectif d'artistes francophones. Pour pouvoir dans les rues encore danser, pour la peur qui nous glace, d'avoir embrassé, pour ma sœur, pour ta sœur, pour toutes nos sœurs, pour chambouler nos cerveaux prisonniers du passé, pour la honte de ne pas pouvoir ramener le pain, pour l'envie de mener une vie normale tous les matins. Pour cet enfant de la rue, ses rêves oubliés, mais qu'est-ce qu'un rêve nous a-t-il demandé? Pour cet argent qui ne pousse encore que pour ceux d'en haut, pour l'air pollué et qu'on respire toujours sans dire un mot, pour Valiaz et ses arbres épuisés, pour Pilouse, le petit guépard en danger. Le 1er mars 2024, l'auteur avait été condamné à 3 ans de prison pour incitation et provocation à des émeutes visant à perturber la sécurité nationale et propagande contre le pouvoir. Azad Ekian, que reste-t-il du mouvement Femmes, Vie, Liberté? Qu'est-ce qui a changé pour les Iraniennes depuis 2022 ? Écoutez, ce mouvement a eu énormément d'acquis. L'un de ces acquis, c'est effectivement que les femmes, les jeunes femmes en particulier, mais aussi d'autres, refusent de porter le voile obligatoire en Iran. Le but n'est pas de se battre contre le voile en soi, mais contre le port obligatoire du voile. Et donc, on constate qu'aujourd'hui, elles sortent, pas seulement à Téhéran, mais dans certains quartiers, mais aussi, moi, j'ai des témoignages des petites villes iraniennes où, les filles disent sortir sans voile, alors qu'avant, c'était pas possible, etc. Donc, il y a ça. Il y a aussi, on a dit, l'Iran est un pays multiethnique et multireligieux, et jusqu'à avant le mouvement Femmes et Liberté, moi, je voyais beaucoup de Perses n'étaient même pas au courant des discriminations subies par les minorités ethniques et religieuses. Ce mouvement, qui était un mouvement à l'échelle nationale et au sein desquels les Kurdes et les Baloutches, qui sont sunnites et non perses, ont joué un rôle prépondérant, eh bien, ce mouvement a fait qu'il y a une conscientisation de la part de la majorité perse des discriminations subies par les minorités. Il y a vraiment un avant et un après. Il y a vraiment un avant et un après. Et puis, autre chose, c'est que les corps des femmes ont été libérés. C'est-à-dire que les femmes ont libéré leur corps. On a vu énormément de scènes des femmes qui dansaient, chantaient dans la rue, alors que le chant des femmes est interdit par la loi. Alors, tout ceci étant dit, les lois n'ont pas changé. C'est-à-dire que la loi qui oblige les femmes à porter le voile est toujours là. Mais pour l'instant, le régime a décidé de ne pas renforcer cette loi du fait de la résistance de la société iranienne. Et comme Chinouche l'a précisé concernant la censure, il y a beaucoup de femmes qui disent aujourd'hui, mais on comprend même pas, de la génération précédente même, on comprend pourquoi on s'est laissé faire, pourquoi on a accepté de porter ce voile alors qu'on ne le voulait pas. Donc il y a au sein de la société iranienne, dans sa grande majorité, vraiment il y a une libération mentale en disant nous sommes la majorité, donc c'est à nous d'imposer nos souhaits, nos aspirations, etc. Au régime, à ce pouvoir, quitte à se faire arrêter, quitte à se faire même exécuter. Donc la résistance continue malgré tout.
Tinouche Nazmdjou, vous éditez aussi les cahiers d'avant la chute que j'ai ici avec moi. C'est une revue qui met à l'honneur des textes d'intellectuels restés en Iran ou partis à l'étranger. On vous a demandé de nous en lire un extrait. On vous écoute. Prenez votre temps. Effectivement, donc il y a les cahiers. Là, je vais vous lire un extrait de ce qu'on a publié dernièrement, justement, sur les massacres également du mois de janvier. En fait, il y avait tellement d'événements sur ces 2-3 derniers mois qu'on a publié juste un numéro spécial qui est très fourni sur les chroniques. C'est-à-dire, j'ai demandé aux écrivains, les gens qui nous envoyaient des textes régulièrement, de m'écrire leurs chroniques au jour le jour de ce qu'ils voyaient en fait à l'intérieur du pays. On vous Et écoute. donc, voilà. Donc, mardi, 16 day, 6 janvier. À Obdonon, une petite ville du sud du pays, les Obdonais jettent à terre et en l'air les sacs de riz, denrées pourtant si rares pour une population en détresse. Le ciel se couvre d'une danse de grains de riz blanc. C'est un carnaval de souffrance. Peut-être qu'un jour, dans la joie, nous lancerons tous du riz vers le ciel et nous crierons ensemble « Vive la liberté !» Mais le fragile cocon du rêve se déchire au bruit des clameurs. Dans le bazar de Téhéran, on scande « Pas d'eau, pas de pain, maudit soit cette vie de chien. Liberté, liberté, liberté. Khomeini, assassin, ton règne touche à sa fin. » Est-ce le compte à rebours de la chute? L'heure de la délivrance est-elle proche? À l'intérieur même de l'hôpital Sina, à Hassanabad, on lance des gaz lacrymogènes. Le dernier refuge est violé par les forces de l'ordre de la République islamique et la cruauté paraît dans toute sa splendeur. Une jeune fille sans armes se tient debout devant le canon à eau des unités spéciales. Cette seule image suffit à ruiner votre majesté factice. À Koshan, la statue de Rossem Soleimani est incendiée. À Chenar Shahijan, son effigie est renversée. On l'a appelé le boucher de la Syrie, un nom à sa mesure. À Obodon, on rapporte que les forces de répression tirent à balles réelles. Et ce n'est que le commencement. On entend la voix d'une mère qui crie « Mon enfant, Mohammad Reza, relève-toi » Mais Mohammad Reza ne se relève pas. Et il y a d'autres vies. Le hangar glacé avec son faux plafond tremble sous les cris de ceux dont l'âme brûle. Le sol était couvert d'amas noirs, les corps de ceux que nous aimions. Les témoignages des médecins dans les hôpitaux sont terrifiants. Les blessures provoquées par les balles de guerre dans la tête, le cou et les yeux ont bouleversé tous ceux qui les ont vus. La froideur de ces corps endormis dans des sacs noirs engourdit mes mains. Un tremblement me saisit. Il est fait de colère et d'impuissance. La machine de propagande du régime s'est mise en marche. Les gardiens de la Révolution parcourent des rues à bord de véhicules militaires, diffusant des lamentations religieuses et des chants de la guerre de 8 ans. Je revois, moi, cette mère pleurant son enfant. Que regardes-tu, déesse de la souffrance? Dans tes vêtements noirs, tu serres tes mains l'une contre l'autre et tu pleures. Cherches-tu ton enfant bien-aimé? Comment ton cœur bat-il encore? Du sang coule de tes yeux. Merci beaucoup, Tinouche Nazmdjou. On ressent cette mélancolie, ce spleen qui se mélange à la colère. Est-ce que ce spleen, les Iraniens le portent en eux? Oui, il le porte depuis très longtemps. Mais je pense vraiment ce que je vois aujourd'hui, d'après les témoignages qu'on a tous les jours, aussi bien d'anonymes que de gens qui parlent en leur nom, les textes qu'on reçoit. Moi, je pense pas que les Iraniens soient dans une impasse. Je pense aussi bien peut-être qu'on a dû passer par tout ce temps des réformes, etc., de l'espérance qui était peut-être vaine et futile, mais on a dû passer par là. La guerre également, en fait, a forgé d'autres choses dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, moi, les Iraniens que je vois, ce sont des gens qui savent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Ils savent que de toute façon, rien ne pourra venir les sauver. Et moi, je vois beaucoup de poches de résistance se créer, aussi bien culturelles, aussi bien sociétales, des gens qui se mettent en marche. Donc, je pense aussi que le régime islamique s'est affaibli de toute façon après cette guerre. Et, Pour vous, c'est une question de temps? Bien sûr,
Ouais, c'est une question de temps. Parce que, comme on l'a dit, en fait, le changement dont on a parlé, c'est fait dans les esprits. La révolution, en fait, c'est fait à l'intérieur des têtes des Iraniens au moment de Femmes, Vie, Liberté. C'était vraiment l'acquis. Les gens ont su que... Moi, j'ai vu même des gens, en fait, qui étaient avec la République islamique, qui défendaient le régime islamique pendant des années, en prenant que, voilà, c'est pas forcément une dictature qu'on peut changer. Après la mort de Mahsa Jina Amini, moi, j'ai vu beaucoup de gens changer. Parce que c'était insupportable, parce que le fait de voir des enfants tués comme ça dans la rue était insupportable. Donc, je pense que ce changement se fait vraiment dans la tête des Iraniens, et aujourd'hui, Une vraie ils ont la rupture, hein, force on de le dire... sent. Oui, ils ont la force de dire non. Et ils agissent. On l'a vu d'ailleurs pendant les 2 jours, les 2 fameux jours du début du mois de janvier. Ils n'avaient pas peur d'aller dans la rue. Ils ont sacrifié leur vie pour une liberté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose quand même d'assez rare en ce monde. Oui, vous souhaitiez Oui, intervenir, voilà. Azadekian. Écoutez, moi, je disais que ces sociétés, aujourd'hui, est prise en étau, en fait, entre, d'un côté, les bombardements de Trump et de l'autre, ce régime qui continue à la réprimer. Et je pense que tant que la guerre continue, la société iranienne continue à résister, certes, mais résistance culturelle aussi. Vous savez, il y a dans beaucoup de librairies à Téhéran, les gens se réunissent pour lire des livres ensemble, et de là créer aussi des liens culturels, du moins, et sinon sociaux entre eux. Donc, il y a énormément de choses qui se passent à ce niveau-là aussi. Mais tant que la guerre continue, je ne pense pas que ces sociétés puissent réellement monter en puissance de nouveau, comme ça a été le cas. La société civile iranienne était en évolution, et aujourd'hui, malheureusement, je ne vois pas, moi, cette évolution-là. Donc, il faut absolument parvenir à une paix afin que la société civile iranienne puisse de nouveau monter en puissance. Et je voudrais aussi vous parler d'une recherche qui a été effectuée par quelqu'un que je connais, par un sociologue, jeune sociologue iranien, auprès d'eux, non, mais sur plus d'un millier de personnes qui sont mortes, c'est-à-dire qui ont été tuées lors de massacres de janvier. Et je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails de sa méthodologie, mais en tout cas, ce qu'il montre, c'est que ces gens-là étaient très en colère, mais effectivement savaient pourquoi ils étaient contre ce régime, y allaient. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces personnes avaient des pages Instagram, et sur leurs pages, justement, au moins la moitié, 500 d'entre eux, et avant d'y aller, et depuis longtemps, ils écrivaient ce qu'ils pensaient, etc. Donc, c'était pas juste. C'était en connaissance de cause. Contrairement à ce que certains opposants l'ont dit, c'était pas juste une réaction par rapport à des appels de Trump ou de Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran, mais c'est parce que ces gens-là, effectivement, sont vraiment contre ce régime et sont pour le changement, et au prix, comme on l'a dit, de risquer en fait leur vie. Ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire, et ça, je pense que c'est très important à le dire, et ça montre aussi, encore une fois, la résistance de cette société civile iranienne et ses luttes. Et pour finir cette émission, j'aimerais rendre hommage à Marjane Satrapi, disparue le 3 juin 2026, à l'âge de 56 ans. Peut-être l'avez-vous connue? Oh, c'était une amie à moi. C'était une amie. Oui, je savais... elle avait pris sa décision de partir. Elle me l'avait dit à maintes reprises au téléphone. D'accord. J'ai essayé de la dissuader, mais elle me disait, depuis le décès de sa moitié, de son époux, elle ne pouvait plus vivre. Et elle me disait que la vie était devenue une souffrance pour elle. Bon, elle a résisté, etc. Mais finalement, moi, je lui ai parlé quelques semaines avant son départ, et elle me disait, j'en peux plus et je veux plus rester, je veux partir. Et bon, c'était sa décision. Mais en fait, c'est une grande artiste, hein, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup fait depuis la France pour le mouvement Femmes, Vie, Liberté. C'était une artiste, c'était une féministe, et elle aimait l'Iran, elle n'arrêtait pas d'en parler. On a même discuté de la guerre, hein, j'ai eu l'occasion de le dire déjà, alors même qu'elle
Elle était désemparée, elle voulait partir, mais elle était toujours, je veux dire, concernée par la guerre contre son pays natal. Bon, écoutez, ça, son départ laisse un vide que personne d'autre ne pourra remplir. À mon avis, Mahajan Satrapi était quelqu'un d'unique. En tant qu'artiste, en tant que féministe, en tant qu'amie, pour moi, je l'aimais beaucoup. On va l'écouter justement en 2020. Elle se confiait dans À voix nue de Virginie Bloch-Lenné et réalisée par Marie-Laure Ciboulet. On écoute un extrait de l'épisode 4 consacré à l'Iran. À partir de la période islamique, ça veut dire pendant 1300 ans, on a été envahi par tout le monde. Donc quand vous y vivez dans un pays qui a été autant envahi, il y a ce truc où vous savez historiquement, vous savez que tout passe. Il y a un moment, ils vont partir et puis ça va devenir autre chose. Donc ça nous met dans cet état de résignation qui s'explique beaucoup par l'histoire de ce pays. Il y a eu quand même un coup d'État dans les années 50. Après, il y a eu une révolution. Après, il y a eu une guerre. Il y a eu 4 millions d'Iraniens qui sont partis de l'Iran. Il y a eu tellement de gens qui sont partis, on a donné tellement de vie, en fait, qu'à un moment donné, est-ce qu'une famille qui a déjà perdu un oncle, est-ce qu'il a aussi envie de perdre un fils et un mari? Et au bout d'un moment, on est obligé de se dire, bon voilà, ça passera. Mais je pense que tous les pays comme ça, avec des très longues histoires, une histoire longue en tous les cas, je pense qu'il y a ce truc de résignation, oui. Et moi, ça, je l'ai en moi. C'est-à-dire, je me bats tant que je peux me battre contre quelque chose. Ça veut dire tant qu'il y a un petit espoir que finalement, je vais peut-être m'en sortir. Mais il y a des choses, et si je peux rien faire, je fais rien, j'attends. Azadeh Kiana, vous êtes très émue. Merci d'avoir partagé cette émotion avec nous. Alors, on vient de l'entendre, attendre, puisque finalement tout passe. Est-ce que ce ne serait pas ça, finalement, la troisième voie pour le peuple iranien, Tinouche Nazmjo? Je pense, comme on l'a dit, en fait, que ça passe effectivement par les artistes et par ceux qui sont très actifs en Iran. Je voulais rajouter également, Azadeh Kiana a tout dit à propos de Marjan. Je pense que ça parle de ce qu'elle a dit, ça parle d'elle-même. Mais je veux rajouter en fait que dans les mouvements dont on a parlé au début du mois de janvier, il ne faut pas oublier qu'il y avait effectivement de gens, des activistes, des gens qui écrivaient, etc. Mais on a, par les témoignages, on voit que la population a suivi, c'est-à-dire ceux qu'on appelait la population grise, pour une grande partie, ont suivi. On a des constatations où quand les jeunes descendaient dans la rue, on voyait des familles, en fait, avec leurs enfants dans les bras, qui venaient et qui manifestaient. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a un mouvement culturel, il y a un mouvement intellectuel qui va en avant, et derrière, il y a une population qui a vu toutes ces années, ce demi-siècle, disons, après la révolution islamique, et qui veut changer les choses. Voilà. Donc une attente, mais pas du tout passive, c'est une attente enflammée. On sent en tout cas la ferveur. Azadeh Kiana, je vous laisse le mot de la fin, très rapidement, il nous reste quelques secondes. Écoutez, voilà, on l'a dit, la société iranienne est largement laïcisée, aspire à la démocratie, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la liberté dont le nom est chanté partout en Iran. Et là, il faut la laisser faire, il faut arrêter cette guerre meurtrière et vraiment inutile. Merci beaucoup Azadeh Kiana, professeur émérite de sociologie à l'université Paris-Cité. Et merci à vous, Tinouche Nazmjo, metteur en scène de théâtre, éditeur, fondateur et gérant de la librairie Perse en Poche à Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. À samedi prochain et bonne suite de programmes sur France Culture.